Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une révolution, celle de Bitcoin, la première crypto-monnaie fonctionnelle de tous les temps. Et je vous arrête tout de suite, parce que dans cette vidéo, on va pas du tout parler de comment vous pouvez gagner plein d'argent. Parce que l'argent rapide, ça n'existe pas, et surtout, c'est probablement le truc le moins intéressant par rapport à Bitcoin. Bitcoin, c'est plus de 15 ans d'existence, une communauté à travers le monde, des développeurs qui ont connu des aventures rocambolesques, et vous allez voir que derrière des promesses de richesse qu'on entend parfois, Bitcoin cache un monde absolument insoupçonné de technicité et d'histoire qui font qu'il fonctionne. Je vous rappelle aussi que mes vidéos sont disponibles en podcast, le lien est en description, c'est sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à aller l'écouter si vous préférez le format audio et notez-nous 5 étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous aide beaucoup parce qu'on se lance là-dessus. Pour comprendre ce qu'est Bitcoin, il faut comprendre d'où il vient et surtout à quel besoin il a répondu et il répond encore aujourd'hui. Si on pose la question à n'importe qui de qu'est-ce que c'est que Bitcoin, la réponse la plus probable c'est une crypto-monnaie. Autrement dit par définition, une monnaie numérique en usage sur Internet, indépendante des réseaux bancaires et liée à un système d'encryption. Bref, une sorte de monnaie. L'humanité a rapidement eu besoin d'une monnaie d'échange, sa forme a varié au fur et à mesure du temps, mais l'idée est là depuis bien longtemps déjà. Avant, on faisait du troc, par exemple, je suis cordonnier, je vais acheter des pommes au maraîcher contre une paire de chaussures par exemple. Même chose avec les services. La monnaie comme on la connaît est devenue plus pratique que le troc pour 3 raisons principales. Le besoin de divisibilité, si on reprend l'exemple du cordonnier, c'est compliqué de diviser une paire de chaussures ou de proposer 500 paires de chaussures pour ajuster en fonction de la valeur de l'échange. Le besoin de durabilité, parce que ce qu'on échange contre un bien ne doit pas risquer de perdre de la valeur le temps qu'on rassemble l'intégralité de la somme due, par exemple. Et 3, le besoin de transport. On doit pouvoir trimballer avec nous ce moyen d'échange. On comprend donc aisément le choix d'une pièce de monnaie plutôt qu'une paire de chaussures, parce que c'est quand même vachement chiant. Avant l'argent sous forme de pièces en métal, on est passé par des étapes intermédiaires. Les premières monnaies étaient par exemple des pierres polies, des coquillages ou des perles selon les sociétés. Mais il y avait un problème avec ces monnaies, parce qu'il était facile de les répliquer ou les importer. Et quand ça arrivait, elles perdaient de la valeur. Autre souci, celui de l'unicité. Si deux perles ne sont pas identiques, est-ce qu'elles peuvent avoir la même valeur? Il faut définir une valeur arbitraire avec des unités de monnaie identiques entre elles. Et c'est là que les pièces entrent en scène. Un petit disque de taille et de poids standardisé sur laquelle la valeur est inscrite. La pièce marque des points côté durabilité. En revanche, quand il est devenu possible d'en miner davantage avec les avancées technologiques, ça a ouvert la porte de sa dévaluation. Sans parler du fait que certains petits malins s'amusaient à les faire fondre, à en prélever une micro-partie, puis à les remettre en circulation en refaisant en parallèle des pièces avec le métal soustrait de plusieurs pièces. Et pour le transport, c'est pas idéal non plus. Ça peut vite peser lourd en fonction des montants. Du coup, on a écrit sur des papiers, voilà, écoute, ça c'est l'équivalent de 100 pièces pour que Michel ait pas à se casser le dos. Mais le best du best en termes de métaux, c'était l'or. Il est durable, rare et donc stable sur le long terme. Donc on a indexé nos monnaies sur sa valeur pendant très longtemps. Toute cette histoire pour dire que nos monnaies ont une histoire pleine de péripéties, mais aussi d'expériences, ce qui a permis de tirer des leçons et de les faire évoluer. Malgré les critiques qui subsistent, globalement ça dure, c'est pas facile à reproduire et à l'inverse c'est plutôt facile à transporter, la monnaie. Mais en 2008, crash financier, Lehman Brothers fait faillite et entraîne avec lui des centaines d'entreprises et plonge dans la misère des milliers de ménages. Le chaos s'installe et les gens se posent des questions. Est-ce que l'argent qu'ils confient aux banques est vraiment entre de bonnes mains? Est-ce qu'on reste vraiment maître de ces fonds comme le prétendent ces institutions? Autour de cette pensée qui n'est pas nouvelle évidemment mais qui est exacerbée dans ce genre de situation, certaines personnes se mettent à rêver d'une monnaie qui ne serait contrôlée par aucun État, aucune banque, mais uniquement par ses utilisateurs. Plus de questions à se poser sur où est notre argent, est-ce qu'on peut le retirer ou pas, que se passe-t-il si notre banque fait faillite, peut-on l'utiliser à l'international ou pas, etc. Le contrôle par l'utilisateur serait total. Ces théories, qu'on peut penser un peu utopiques, ont déjà été discutées par le passé, surtout avec l'arrivée d'Internet. En effet, Bitcoin tire son origine du mouvement cypherpunk, le mot cypher prenant son sens dans la cryptographie. Il s'agit d'un regroupement d'activistes originaires de San Francisco qui voit le jour en 93 et dont la pensée est très orientée tech. La liberté individuelle et la protection de la vie privée sont les piliers de leur philosophie, et avec le développement d'Internet et la collecte des données, l'encryption de ces données pour la préservation de la vie privée devient leur cheval de bataille. Par ailleurs, avec l'émergence d'Internet comme une interface de commerce géante, est apparu un besoin urgent d'un moyen de mener des transactions de façon anonyme, sécuritaire et infalsifiable. Internet a besoin de sa monnaie, d'une monnaie universelle que tous ses utilisateurs pourraient utiliser à travers le monde. Les cypherpunks se rassemblent sur des mailing lists d'environ 700 personnes à cette époque où ils peuvent discuter mathématiques, cryptographie, philosophie et chercher des solutions au monde chaotique qu'ils voient venir. La cryptographie est essentielle dans la stratégie du mouvement, elle regroupe toutes les méthodes pour encrypter un message quelconque. Elle est utilisée absolument partout aujourd'hui sur Internet, qu'on soit conscient ou non. Par exemple, quand vous allez sur un site Internet, très souvent, il est en HTTPS, c'est-à-dire que la communication entre l'utilisateur et le site est encryptée. Certaines applications de messagerie comme WhatsApp encryptent les messages, etc. Mais il faut vraiment comprendre le contexte politique de cette époque, qui est vraiment particulier en ce qui concerne la cryptographie. Au début des années 90, le gouvernement américain considère et classe les outils de cryptographie comme des munitions de guerre. Rien que ça. L'un de leurs arguments phares est de dire que si tu n'as rien à cacher, tu ne te donnes pas de mal pour préserver ta vie privée. Ils envisagent pas du tout qu'on puisse juste ne pas
pas avoir envie d'exposer notre vie à des inconnus sans même le savoir. C'est que vers la fin des années 90 que les choses évoluent à ce niveau. D'ailleurs, à cette époque, ce t-shirt était populaire chez les cypherpunks. Il représente la méthodologie d'encryption RSA et techniquement, aucun Américain n'avait le droit de voyager avec dans un autre pays. C'est très drôle. Phil Zimmermann, un cypherpunk mais aussi le créateur de PGP, Pretty Good Privacy, un logiciel de chiffrement généraliste souvent utilisé pour le courrier électronique, est accusé par le gouvernement américain de trafic de munitions et est traîné en justice pendant 3 ans. L'affaire sera classée sans suite, mais le gars aura quand même passé 3 années bien reloues. Après son procès, les US sortiront les logiciels d'encryption de la liste des munitions de guerre, ouvrant ainsi la porte à leur libre distribution et utilisation. En 1993, Eric Hughes publie un papier très important dans l'histoire des cypherpunks, le Manifeste des cypherpunks. Mathématicien américain, programmeur informatique et figure clé du mouvement, il a cofondé ce mouvement avec Timothy C. May et John Gilmore. Il est connu pour avoir fondé la liste de diffusion cypherpunk et aurait même inventé la devise « Les cypherpunks écrivent du code ». Son manifeste est introduit par les phrases suivantes qui fixent vachement bien le ton du propos. Une chose privée est quelque chose que quelqu'un ne veut pas révéler au monde entier. Mais une chose secrète est quelque chose que quelqu'un voudra cacher de tous. La vie privée, c'est le pouvoir de se révéler de manière sélective au monde. Dans ce manifeste, Hugh exprime l'importance de la liberté d'expression facilitée par l'expression en ligne. Il insiste sur la primordialité de ce qu'il considère comme l'essence même de la vie privée, pouvoir révéler ce que l'on veut de soi quand on le veut. Dans le cadre d'une transaction, les informations nécessaires au bon déroulement de celle-ci sont minimes. Pas besoin de connaître les noms, prénoms, adresses ou autres d'une personne pour qu'elle effectue un paiement. Il estime que quand une transaction demande la révélation de l'identité, c'est une violation de la vie privée. Il affirme donc qu'une société ouverte requiert un système de transaction anonyme. Et anonyme ne veut pas dire secret. Dans la vie réelle, ce système de transaction n'est autre que le paiement en cash. Hugh défend aussi le point de vue selon lequel la vie privée, c'est aussi de pouvoir s'exprimer sans que le message transmis ne soit dévoilé à ceux à qui il ne s'adresse pas. Et c'est là qu'intervient la cryptographie. Et la cryptographie, elle doit elle aussi rester anonyme. Les cypherpunks sont là pour construire ce système. Ils écrivent le code et le transmettent gratuitement au monde pour qu'il soit développé, amélioré, répandu. Un tel système dispersé ne peut être détruit. Il devient intouchable. Et c'est tout ça qu'évoque son manifeste. Bon, tout ça c'est très bien, mais la monnaie dans tout ça. Et ben la première crypto-monnaie remonte à 1989. Cette année-là, David Chaum, informaticien et cryptographe américain, lance DigiCash Incorporated, une entreprise de monnaie électronique. Il s'agit pas là d'un projet communautaire, mais d'une entreprise dont le but est de proposer des transactions rendues anonymes par un protocole de cryptographie développé par son créateur, la blind signature, ou signature aveugle en français. C'est un concept de cryptographie qui permet à une personne de faire signer un document par une autre partie sans que cette dernière ne voie le contenu du document. L'idée est de préserver la confidentialité de l'information contenue dans le document tout en obtenant une signature authentique. Ce concept est particulièrement utile dans le cas où la confidentialité et l'anonymat sont essentiels, comme dans des systèmes de vote électronique ou les systèmes de paiement anonyme. Préoccupé par la nécessité de préserver la vie privée des utilisateurs vis-à-vis des banques et des gouvernements lors des paiements en ligne, Chaum met en place ce protocole dans sa société DigiCash en 1990. Plusieurs banques annoncent alors travailler à l'intégration de sa technologie, même Microsoft se met sur le développement d'un portefeuille numérique pour DigiCash. Malheureusement, l'entreprise met la clé sous la porte en 98 et revend ses protocoles à eCash Technologies, faute d'un nombre suffisant d'utilisateurs. En fait, David Chaum est un tout petit peu en avance sur son temps. DigiCash a été proposé alors que le e-commerce n'est pas encore populaire sur Internet et eCash Technologies s'effondrera en 2002. Mais doucement, sûrement, une révolution va bientôt pointer le bout de son nez. Et cette révolution, c'est un nouvel algorithme qui deviendra plus tard la base du protocole Bitcoin et de son fonctionnement. Cet algorithme, c'est Hashcash. Inventé par le cypherpunk Adam Back en 1997, Hashcash n'a rien à voir avec de la monnaie. Il a été pensé par son créateur comme un système anti-spam pour les boîtes mail. L'idée est simple, mais extrêmement maligne. Si vous voulez envoyer un email à Adam, vous devez d'abord laisser votre ordinateur calculer le résultat d'un puzzle mathématique court mais complexe. Si vous êtes quelqu'un de normal, l'opération prendra quelques secondes maximum et ne sera pas dérangeant. Mais si vous êtes un pirate qui essaye d'envoyer 10 000 emails par seconde à Adam, alors le travail demandé à votre ordinateur sera tellement important que l'attaque deviendra impossible. On appelle cet algorithme la proof of work ou preuve de travail. Et ça va tout changer. C'est cette fameuse preuve de travail que l'on retrouve également dans le protocole B-Money, développé en 98, un projet de crypto-monnaie proposé par Weidai qui n'a jamais été implémenté. Ou encore dans BitGold, proposé la même année par Nick Szabo, informaticien, juriste et cryptographe connu pour ses recherches sur les monnaies numériques et la cryptographie. Le BitGold est considéré comme un précurseur direct de l'architecture du Bitcoin, mais ces belles tentatives n'ont cependant pas abouti. La crypto-monnaie de Chaum nécessitait un contrôle centralisé, c'est-à-dire vérifié par un serveur central qui était celui de DigiCash, et presque aucune
aucune banque ne voulait s'y risquer. Hashcash, lui, ne savait pas régler le souci des doubles dépenses dans le cadre de transactions. Le problème de la double dépense, c'est un problème clé dans les crypto-monnaies qui est assez simple à comprendre mais plus compliqué à résoudre. Tout gravite autour de la question comment s'assurer que l'argent numérique n'est dépensé qu'une seule fois. Il faut imaginer les crypto-monnaies comme des jetons numériques. Pour effectuer une transaction, il faut dépenser un jeton numérique comme si on dépensait un billet dans la vie réelle, et comme dans la vie réelle, ce billet ou ce jeton ne doit servir à quelqu'un qu'une seule fois pour une seule transaction. On peut pas reprendre le billet pour le dépenser une nouvelle fois pour autre chose. Avec le jeton numérique, un problème majeur se pose. Il est extrêmement facile d'en dupliquer la signature, comme un simple copier-coller, reproductible à l'infini. En fait, rendre un élément numérique unique et infalsifiable sans faire confiance à une entité centrale, c'était impossible. Et pourtant, malgré la difficulté que ça représente, pour permettre le commerce en ligne, il est essentiel d'inventer l'unicité numérique. C'est notamment ce que tentent de faire les cypherpunks. Mais ce ne sera pas ces derniers qui en viendront à bout. Parce qu'ils ont beau être des pointures en cryptographie, la résolution de cette énigme requiert également des connaissances dans le domaine de l'économie et sur le fonctionnement même de l'argent. Et enfin, Bimony ainsi que BitGold n'étaient pas résistants aux attaques Sybil. Sybil, c'est une menace de sécurité dans les systèmes informatiques qui concerne principalement le peer-to-peer, c'est-à-dire un modèle de réseau où chaque ordinateur partage ses ressources avec d'autres participants sans serveur central. L'une des utilisations très connues du peer-to-peer, c'est quand vous téléchargez des films de manière tout à fait légale. Vous voyez, là, voilà, je parle de ça. L'attaque est nommée d'après le personnage principal du livre Sybil. Il s'agit d'un récit biographique, souvent considéré comme un cas d'étude psychologique. Il explore en profondeur le trouble dissociatif de l'identité à travers l'histoire réelle d'une femme ayant plusieurs personnalités. La comparaison est faite avec ces attaques parce qu'elle